Le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui pour la France pour un séjour d'une semaine. Alassane Ouattara se rendra ensuite au Niger et au Bénin. Un conflit entre éleveurs et agriculteurs a fait 17 morts à Bouna, dans le nord-est du pays. 39 autres sont blessés, dont 5 membres des forces de sécurité. Un bilan provisoire. Le chemin de croix a été parcouru aujourd'hui par les chrétiens catholiques pour symboliser la passion du Christ. Un acte de dévotion, nous en reparlerons dans ce journal. La Côte d'Ivoire a battu le Soudan 1-0 aujourd'hui lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le match retour aura lieu le 29 mars prochain à Khartoum. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Ouattara a quitté aujourd'hui la Côte d'Ivoire pour un séjour d'une semaine en France. Le chef de l'État se rendra ensuite au Niger où il va prendre part à l'investiture du président nigérien Mahamadou Issoufou le 2 avril. Alassane Ouattara va aussi participer le 6 avril à l'installation de Patrice Talon, le nouveau président béninois. À Bouna, il y a eu des violences particulières. 17 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements intercommunautaires dans le nord-est du pays. Les affrontements ont fait 39 blessés, dont 5 membres des forces de sécurité. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Et puis près de 900 hommes de forces de défense et de sécurité ont été déployés à Bouna. Ben Touré et Abou Sanogo nous rapportent les faits. Le conflit intercommunautaire de Bouna a fait de nombreuses victimes. Dernier bilan, 22 morts et 29 blessés selon Sansan Kambiré, fils de la région. Élu, cadre, fille et fils de Bounkani tentent après ce drame malheureux d'apaiser les esprits. 24 heures après, ils se retrouvent. Une décision urgente, envoyer une délégation à Bouna avant de situer les responsabilités. Ce n'est pas le moment d'accuser qui que ce soit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apaiser, de ramener le calme. Il faut que nos parents sachent que nous, à Abidjan, nous les cadres, nous les fils de la région, nous sommes unis. Et d'ailleurs, nous nous sommes parlé. Et nous avons pris des décisions. Nous avons appelé à l'apaisement. Et c'est ce qui est important. Pour ce qui est des responsabilités civiles et pénales, par la suite on verra. Mais dans l'immédiat, on part front uni pour amener la paix dans notre région. Au nom de cette paix, les cadres et élus ont invité leurs frères et sœurs à faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement. Ils ont invité en outre les parents restés au village à se garder de tout acte de violence dans l'espoir de ramener la quiétude. Le conflit intercommunautaire oppose Autochtones Lobby et Allogène Peul. Les premiers reprochent aux derniers la non-maîtrise de la divulgation de leurs bêtes qui cause la destruction des plantations. Affaire Kessédougou, l'heure est à l'union et à la paix entre les habitants de 4 villages qui ont même fusionné. Il n'y a donc plus 4, mais un village, Lameka. Là-bas, les villageois se sont regroupés en un comité de développement communautaire, un exemple de cohésion sociale mis en exergue par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une occasion pour Mariatou Kone pour appeler les populations du Bounkani au calme. Le reportage de Léon Brou. Djongo, Lamka 1, Lamka 2 et Lamka 3, 4 villages, même peuple sénoufo, même canton Palaka, même réalité, même richesse, mêmes aspirations. Conséquence, fusion des 4 localités à travers une plateforme dite Comité de développement communautaire Wognon. À son actif, logement de maîtres, cantine scolaire, réhabilitation d'écoles et de points d'eau, équipement de centres de santé, puis cerise sur le gâteau, un protocole d'accord de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Au total, 7 ans d'action de développement, fruit d'une cohésion sociale sans faille. Je me félicite de ce bon exemple que nous donne la MECA. Je souhaite et j'espère que cet exemple sera suivi par d'autres villages. Copier ce modèle de cohésion sociale dans le canton Palaka, la ministre de la Solidarité en appelle aussi aux autres régions du pays, surtout le Bounkani et Bouna, sa capitale, secouée depuis ce jeudi par un conflit éleveur-agriculteur à relent ethnique. Ces conflits, chers frères et sœurs, doivent s'arrêter immédiatement. Sachez, chers frères et sœurs de Bouna, que le dialogue
est l'âme des forts. N'attisons pas le feu, chers frères et sœurs. Disons non à la haine, non à l'intolérance, non à la vengeance, oui à la paix, oui à la cohabitation, oui au vivre ensemble. Le canton Palaka, illustration de la cohésion sociale comme socle du développement, c'est plus de 10 villages dans les sous-préfectures de Kumbala et Togonyéré, département de Ferkessédougou. Sachez que 65 élèves commissaires ont reçu leur épaulette. Il s'agit de la 39e promotion de l'école de police. L'intégrité devrait guider dorénavant les futurs commissaires. La cérémonie, elle, s'est déroulée à Cocody en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. École nationale de police. La fine pluie n'a pas empêché la tenue de cette double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes. Ainsi, après une formation policière théorique de 15 mois, qui a fait suite à une autre pratique de 6 mois dans les services de la police, 65 élèves commissaires de la 39e promotion, intégrité, engagement, dont 5 élèves de nationalité togolaise et 6 dames, sont déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils reçoivent leurs épaulettes, couronnement de leur formation des mains de leur parrain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il les a engagés à être des policiers nouveaux. Je vous encourage à persévérer dans la voie de l'excellence pour en faire votre credo et votre marque de fabrique au sein de cet établissement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exprimé l'engagement de la police nationale à lutter contre la criminalité et le terrorisme. Vous devez vous efforcer d'accomplir les missions qui vous seront assignées avec compétence, intégrité et engagement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous assurer de la détermination de la police nationale à lutter contre les criminels, d'où qu'ils viennent, et à toujours améliorer la sécurité dans le pays. Ces 65 commissaires sont du dernier contingent de l'effectif global de 1218 élèves sous-officiers, officiers et commissaires de police des promotions 2014-2016. Ils ont tous été recrutés lors du concours de la session 2012. Jacquesville a célébré l'an 1 de l'inauguration du pont Philippe Grégoire-Yassé. L'ouvrage a permis de désenclaver la région de Grand-Pont, mais les populations de Jacquesville ont aussi besoin d'un poste de police pour faire face à l'insécurité. Une doléance qui a été faite au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Sidonie Davila était dans la ville balnéaire. Un an après l'ouverture du pont Philippe Grégoire-Yassé de Jacquesville, les populations de la région des Grands Ponts se souviennent. Ces populations des 3A, Haïzi, Avika, Malagan restent touchées par cet acte historique. Au nom des populations de la région des Grands Ponts, je voudrais vous exprimer leur gratitude pour ce merveilleux ouvrage que Monsieur le Président de la République a bien voulu inaugurer le 21 mars 2015. Cette belle infrastructure a permis d'amorcer le développement du département de Jacquesville. Cependant, les populations des Grands Ponts souhaitent que le chef de l'État aille plus loin dans son projet de développement de la région. Nous avons besoin de renforts en sécurité, surtout que notre gendarmerie est mal équipée. Il est impérieux qu'un poste de police voit le jour à l'entrée du pont. Monsieur le ministre d'État, un commissariat de police pour la ville, c'est aussi une priorité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, cheville ouvrière du projet Pont de Jacquesville, s'est engagé à donner une suite favorable à toutes ces requêtes. Pour preuve, il a procédé à la pose de la première pierre du commissariat de police de Jacquesville. Vous-même, vous êtes témoin de ce que le président fait dans l'ensemble du pays. Et Jacquesville va continuer à recevoir le soutien de l'État à travers des projets structurants qui vont améliorer votre condition de vie. Il a par ailleurs profité de l'occasion de la célébration du premier anniversaire du pont pour évoquer la question du terrorisme. Face au terrorisme, on doit dire non. La première réponse, c'est notre unité. Nous devons rester ensemble. Nous devons leur dire qu'ils ne vont pas nous empêcher de nous aimer malgré nos différences.
Et nous, l'État, le gouvernement, nous ferons notre part. Notre part, c'est d'organiser nos forces de sécurité pour qu'elles soient présentes sur l'ensemble du territoire. Avant de quitter Jacquesville, cité balnéaire située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu sur les plages pour s'assurer du dispositif de sécurité. C'est parti pour la deuxième édition de la foire internationale d'Abidjan. Le Maroc réaffirme sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement à ce rendez-vous commercial. Thème central de la foire, la formation clé de réussite des affaires. Et selon Jean-Louis Billon, ministre ivoirien du Commerce, cette initiative contribue à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont à l'honneur, les hommes d'affaires marocains, à cette deuxième édition de la foire internationale d'Abidjan. Ils ont des arguments à faire valoir. Je présentais les théières, les plateaux, les décorations comme ça pour les langues. Dans un environnement économique où l'heure est à la densification de la coopération sud-sud, le choix du Maroc ne relève pas du hasard. Le Maroc est le premier pays investisseur de la Côte d'Ivoire en 2015. Et il faut dire que la directrice du Maroc Export, Mme Mafirou, depuis l'année dernière, a décidé de nous aider à positionner la foire internationale d'Abidjan. Donc il y a cet engagement-là qu'elle a pris avec son équipe. Et qu'il était normal que nous puissions prendre le Maroc comme pays à l'honneur de cette deuxième édition. Et nous avons eu raison de le faire. Mais pour les autorités marocaines, la présence du royaume chérifien à cette exposition commerciale revêt une toute autre dimension. Grâce à la présence d'opérateurs privés représentant les différents secteurs, nous aspirons à augmenter et diversifier le commerce bilatéral et promouvoir le partenariat fructueux gagnant-gagnant entre les entreprises de nos pays. Une balle que le gouvernement entend saisir au bon. Comme c'est déjà le cas à Casablanca, la Côte d'Ivoire envisage de mettre en place un parc d'exposition et a en projet la création d'un office des foires. En 2015, le niveau des transactions entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a été de 122 milliards de francs CFA. Jean Kakou Diago a été réélu à la tête de la FOPAO, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lors de son assemblée générale élective au Cap-Vert. Jean-Jacques Kwameala nous explique le choix des 16 pays membres de la FOPAO. Jean Kakou Diago, pour un nouveau mandat de 3 ans, à la tête de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO. Fort du bilan réalisé lors de son précédent mandat, l'Ivoirien a été reconduit dans ses fonctions par les 16 pays membres de l'instance sous-régionale du patronat. Pour ce nouveau mandat, Jean Kakou Diago entend faire de la FOPAO une solution face à l'épineux problème du chômage des jeunes. L'accent sera donc mis sur la promotion de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons que l'expérience de la Côte d'Ivoire soit partagée dans toute la FOPAO, de sorte que, ensemble, nous fassions émerger de plus en plus de jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui appliqueraient. Et ainsi, nous pourrons résorber, en tout cas au moins en partie, ce chômage des jeunes. Autre chantier important de son second mandat, l'autonomisation financière de la FOPAO et son rapprochement vers les instances de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue des travaux, le président de la FOPAO a été reçu en audience par le président du Cap-Vert, Carlos Fonseca. Africa Rice est de retour à Abidjan après 12 ans d'absence. Le Centre international de recherche agricole vient de tenir son 39e conseil d'administration, le premier depuis 12 ans. Sachez que Africa Rice est à la recherche de plus de 2 milliards de francs CFA en vue de financer la recherche agricole. Le reportage de Francis Boifo. La recherche de financement est une exigence pour les membres du conseil d'administration du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole d'Afrique. On va demander 4,5 millions de dollars. Si on n'a pas ces fonds, on risque de devoir licencier, remercier des chercheurs. Le 39e conseil d'administration d'Africa Rice sollicite l'aide des 25 pays membres de l'institution panafricaine. On veut seulement qu'ils honorent leur engagement de nous payer leurs cotisations. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de la mise en place d'un nouveau programme de sélection variétale en vue d'améliorer les semences et d'augmenter la production du riz en Afrique.
Il s'agit de demander d'abord aux consommateurs qu'est-ce qu'ils ont besoin en matière de riz. Quelles sont les qualités qu'ils préfèrent, quelles sont les variétés qui peuvent les faire augmenter leurs revenus. Donc, on travaille d'abord avec les bénéficiaires avant de conduire les activités de recherche. À ce jour, l'Afrique reste le plus grand importateur de riz au monde, selon les responsables d'Africa Rice. Le continent importe un tiers de la production mondiale de riz. Les différents sites qui abritent le projet de logement socio-économique ont été visités à Benjéville par le ministre de l'Habitat et du Logement social. Nyamia Konan est venu à s'assurer de l'état d'avancement des travaux et avoir aussi une idée de la date de livraison des premiers logements. Herman Nyamia. À Benjéville, le projet de construction de logements sociaux et économiques avance bien. En visite dans la localité pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat et du Logement social a pu se rendre compte du travail abattu par les promoteurs immobiliers. Je me suis rendu compte que beaucoup d'efforts ont été accomplis. Beaucoup de jeunes promoteurs ont fait beaucoup de choses sur des terrains que je constate pas faciles pour des logements sociaux. Il y a des espaces aménagés pour les jeux, en tout cas beaucoup d'efforts. J'ai été agréablement surpris sur certains chantiers. Ce sont des cités quasiment achevées à 95% qui vont être bientôt livrées aux souscripteurs. Selon les promoteurs, ce sont les travaux de VRD qui ont fait traîner la plupart des opérations immobilières. Quand on parle de VRD, il faut entendre par là les voiries. Voiries, c'est les ouvertures de voies, vous avez vu le bitume, tout ça. Et par la suite, il y a les assainissements. Après les assainissements, il faut quand même évidemment les espaces verts. Et il faut, au-delà de la construction des logements, créer un cadre de vie vraiment sain pour les souscripteurs. Nyamia Konan souligne que les premières maisons doivent être livrées d'ici fin avril. Cependant, il insiste sur la nécessité de fournir des maisons totalement prêtes à habiter afin d'éviter des travaux supplémentaires aux acquéreurs. Il ne faut pas que les gens habitent les maisons, il y a la saison de pluie qui arrive. Il y a des inondations, il faut qu'ils habitent des maisons où il y a l'électricité, où il y a l'eau. Tous ces problèmes-là n'ont rien à voir avec la construction de la maison, mais sont indispensables pour que les maisons soient habitables et pour qu'on procède à la remise des clés. L'objectif des 60 000 logements sociaux et économiques fixés au démarrage du projet par l'État a été porté à 150 000 d'ici 2020. La principale problématique étant le financement, le ministre de l'Habitat et du Logement social a rassuré les promoteurs. L'État jouera sa partition afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'avoir un toit. Nyamia Konan invite donc les populations à poursuivre les souscriptions. La migration pourrait dire aussi danger et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sensibilise les candidats à la migration et surtout la jeunesse sur les risques liés à cette façon de faire. C'était au cours de la 2e édition de la conférence sur les dangers de la migration irrégulière et clandestine. La rencontre s'est tenue hier. 20 000 ressortissants africains ont péri ces 25 dernières années en tentant de regagner l'Europe par la Méditerranée, selon des associations de lutte contre l'immigration. Face à ce fléau, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sensibilise la jeunesse sur les dangers de cette migration et sur le mythe de l'Eldorado. La Côte d'Ivoire n'est pas fortement touchée par la question de l'immigration irrégulière, mais il y a quand même des jeunes Ivoiriens qui s'adonnent au drame de cette migration en tentant par tous les moyens de rejoindre l'Europe. Nous recherchons une prise de conscience. Il faut préparer un voyage. Il faut respecter les lois des pays d'accueil. Il faut être sûr de remplir toutes les conditions avant de s'engager vers un autre pays. Une politique de sensibilisation qui emmène le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, partenaire de cette conférence, à entrer en action via la promotion des structures dédiées à l'emploi jeune. Le gouvernement a tout prévu pour les jeunes diplômés qui cherchent du travail et aussi pour ceux qui ont des projets d'installation à leur propre compte. Ce sont 1 240 000 Ivoiriens qui vivent à l'étranger. 354 d'entre eux sont arrivés illégalement en Europe. Cette 2e édition, en partenariat avec l'organisation internationale Friedrich Neumann, vise donc à lutter contre la crise migratoire clandestine que connaît le monde aujourd'hui.
Le secrétaire adjoint chargé des questions électorales au RDR était en tournée dans les départements de Méagui et Soubré. Objectif, informer les militants sur la question du parti unifié. Hamza Diaby nous en dit un peu plus. Le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains chargé des questions électorales à la rencontre des militants de la région de la Nawa. Première étape, Méagui. Mamadou Sanogo a fait part aux militants du RDR des consignes de la direction du parti sur l'alternance et le parti unifié. Le parti unifié ne signifie pas la perte de notre âme. Comprenez très bien. Le parti unifié, ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre âme. C'est avec cet esprit de parti unifié que nous relançons aujourd'hui une nouvelle dynamique sociale. Deuxième étape, Soubré. L'émissaire du RDR a invité les militants à se mettre en ordre de bataille pour faire aboutir ce projet. Il a par ailleurs exhorté les cadres du RHDP à l'unité. Soyons humbles. On va travailler ensemble, on va aller mettre dans la main. On va aller au RHDP. À Méagui comme à Soubré, Mamadou Sanogo a, au nom de la direction du RDR, mis en mission les responsables locaux afin d'étendre les sections du parti dans les zones les plus reculées. Les chrétiens catholiques commémorent aujourd'hui la Passion du Christ par le chemin de croix. Les chrétiens de la paroisse Saint-Étienne du Nouveau-Commency participent au chemin de croix pour revivre les 14 stations afin de recevoir la grâce et de communier aux souffrances de Jésus-Christ. Vendredi saint, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent la Passion du Christ par le chemin de croix. Un acte dévotionnel et communautaire. L'exemple ici à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Commency. Tous les fidèles sont au chemin de croix pour revivre les 14 stations. Sur la croix, il a dit à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Le chemin de croix, c'est une manière pour nous de vivre la passion du Christ. On se remémore comment notre Seigneur a souffert pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Ce chemin de croix, marqué par une procession, est aussi un moment de deuil avec la Passion du Christ mimée par la troupe théâtrale. C'est un mémorial de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une certaine manière de reprendre exactement la mort de notre Seigneur aujourd'hui, mais de participer à sa passion, à sa souffrance aussi à notre manière. L'attitude à tenir, c'est celle qui est la pénitence, la charité et la prière. Donc il faudra jusqu'à Pâques rester dans cette dynamique-là, le recueillement, l'amour du prochain, et bien sûr le sens du sacrifice. C'est seulement en 1931, sous le pape Clément XII, que la permission fut donnée de faire le chemin de croix dans d'autres églises catholiques que celle des franciscains. Cette journée, marquant le second jour de Triduum Pascal, est vécue dans le silence et le recueillement jusqu'à la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Et dimanche prochain, c'est la Pâques et les gares routières grouillent de monde. La Pâques est l'occasion pour le peuple baoulé de faire la fête. Avec tout ce monde dans les gares, Doua de Lazer a voulu s'assurer des dispositions mises en place pour assurer la sécurité des personnes. Des tests d'alcool au volant, le contrôle des pneumatiques, tous les véhicules de convoi pour la fête de Pâques sont soumis à cet exercice de sécurité routière au corridor de GESCO. Objectif, 0 accident de circulation en période de fête pascale. Depuis mardi, nos équipes sont sur le terrain à Abidjan, à Bouaké et à Yamoussoukro pour procéder à la sensibilisation effective des usagers de la route. Ce vendredi saint est un jour de très grand déplacement et nous avons renforcé notre équipe pour que nous puissions intensifier la sensibilisation des usagers. Toutes les mesures préventives sont prises en compte pour un voyage sans accident. Les mauvais chargements ne sont pas épargnés du contrôle. Ce cas de 70 places surchargées de bagages ne sera peut-être pas du voyage. Pourquoi vous arrêtez? À cause de les bagages, quand même mal chargés, il y a bagages en haut, il y a bagages dedans, au pire on s'en met bois pour caler. Pour maintenir un peu le poids des bagages, nous sommes obligés de mettre
des supports. Il n'y a pas commode pour la sécurité des usagers sur la route. En tout cas, ils sont obligés de faire les réparations avant de reprendre la route. Dans les gares routières, l'heure est à la sensibilisation en cette période de fête de Pâques. Les consignes sont strictes pour éviter que la période de fête ne se transforme en moment de deuil. Donner les consignes aux conducteurs de respecter la vitesse qui est de 110 sur l'autoroute et de 80 sur les petites voies. Il y a les clients qui attendent qu'on fait les départs, mais on est obligé de dire aux chauffeurs de venir doucement. Trop pressé, c'est pas bon. En 2015, pendant la période des fêtes de Pâques, l'Office de sécurité routière a enregistré 215 accidents de circulation, occasionnant 32 blessés et 3 décès. Les festivités de Paquinou régional 2016 dans le Bélier ont démarré hier à Yamoussoukro. Ce week-end, ce sont plus d'1 million de personnes qui convergent vers le pays baoulé dans le centre du pays. Vous l'avez vu dans ces deux reportages qui viennent de passer. Selon le président du conseil régional du Bélier, Janoa Ousoukwadio, l'événement pourrait être l'occasion pour les hommes de Dieu de prêcher en vue de sauver des âmes. La région du Bélier célèbre la Pâque, communément appelée Paquinou, en pays baoulé prenant en compte plusieurs aspects non religieux, véritable moment de retrouvailles pour parler de développement. Paquinou Bélier 2016 démarre avec l'inauguration par le ministre d'État Janoa Ousoukwadio, président du conseil régional du Bélier, du village à Paquinou avec ses différents stands et autres espaces de loisirs. À cette cérémonie, le gouverneur du district de Yamoussoukro et le maire de la commune ont salué la célébration régionale de la Paquinou sur les terres de feu le président Félix Houphouët-Boigny. À leur suite, le ministre d'État Janoa Ousoukwadio a invité les populations à faire de ces retrouvailles des moments pour parler de développement. Paquinou, en pays baoulé, est devenu un phénomène. C'est plus d'1 million de personnes qui, en un week-end, se déplacent, créent des espaces de convergence. C'est pour cela que nous, c'est notre manière d'accompagner le président Alassane Ouattara dans son œuvre de construction de la nation, une Côte d'Ivoire forte, unie et solidaire. Les récentes attaques terroristes qui ont secoué la Côte d'Ivoire et plusieurs pays dans le monde ont été évoqués. Notre pays fait l'objet d'attaques l'extérieur. Si nous sommes unis, ces djihadistes ne vont pas nous tuer tous. Au contraire, c'est eux qui vont disparaître. Pour Paquinou 2016, la région du Bélier reçoit 150 chefs traditionnels venus des régions du Ga, de la Nawa et du Haut-Sassandra. Un bel exemple de cohésion sociale qui va illuminer les festivités qui vont s'étendre sur 3 jours. Le président du Conseil national de la presse CNP était face à la presse mercredi. Raphaël Lacoué est venu annoncer la cérémonie de récompense des meilleures entreprises de presse qui aura lieu en avril prochain. Le président du comité scientifique du prix CNP de l'excellence Samba Koné a profité de l'occasion pour annoncer les critères pour être nominé à ce prix. Les 2 meilleures entreprises de presse qui s'y seront distinguées l'année 2015 vont être primées le 1er avril prochain à l'occasion de l'édition 2016 du prix CNP d'excellence. Selon le président du Conseil national de la presse CNP, ce prix vise à encourager les entreprises de presse qui font l'effort de respecter l'éthique, la déontologie et aussi le cahier des charges. Un appel aux journalistes et patrons de presse sur la façon de traiter et de présenter l'information et la façon de gérer l'entreprise de presse. Il est essentiel d'y mettre tout le professionnalisme et la rigueur qui sied. Le président du comité scientifique a donné au cours de cette conférence de presse les critères pour être nominé au prix CNP d'excellence. On a des critères éditoriaux et des critères managériaux. Les critères éditoriaux, c'est tout le respect de l'éthique et de la déontologie. Maintenant, on a les critères managériaux. Si l'employeur est inscrit, si l'employeur est inscrit à la CNPS, si les cotisations sont versées effectivement à la CNPS, si les salaires conventionnés sont régulièrement payés, si le journal paraît régulièrement sur le marché, si le journal n'a pas été suspendu au moins 2 fois dans l'année. Que gagne le lauréat du prix CNP d'excellence? À cette question, Samba Koné a fait cette précision. L'entreprise lauréate de ce prix-là, que le personnel qui travaille dans cette entreprise ressente cela. Donc, c'est vraiment améliorer l'environnement rédactionnel de l'entreprise qui aura été lauréate pour que les collaborateurs de cette entreprise sachent que leur effort, au moins, a eu un prix et ce prix a eu un impact sur leur environnement.
Comme innovation pour cette édition 2016, un prix d'encouragement sera attribué à l'organe de presse qui s'y sera distingué par la publication de grands genres journalistiques tels que les grands reportages, les enquêtes et les grandes interviews. Du sport pour clore ce journal, la Côte d'Ivoire a battu le Soudan 1-0 aujourd'hui lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le match à retour du 29 mars prochain va se jouer à Khartoum. Le reportage de Cathy Touré. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'offrent la tête du groupe I à l'issue de la 3e journée avant le match retour face au Soudan. Une victoire qui se dessine après plus de 25 minutes de jeu. Les premières minutes étant l'affaire des crocodiles du Nil. Attention, Soudan! Ils vont rater cette occasion. Très soudés, les Soudanais résistent aux Ivoiriens avant de céder à la 33e minute sur insistance du trio Seri Jean-Michel, Salomon Kalou et Gervinho. La Côte d'Ivoire mène et maintient le score jusqu'en seconde période. Une dernière partie sans grande attraction, quelques tentatives de part et d'autre, mais le score reste le même, 1-0. Les champions en titre assurent l'essentiel et retrouveront les Soudanais le 29 mars prochain pour le match retour. Encore une fois, tout faux pas est interdit aux éléphants pour espérer être parmi les 16 élus pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.